Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, contente de vous retrouver. C'est parti pour une heure de C'est excellent, votre émission du dimanche à 19h sur Sud Radio. J'aime à donner ici la parole à nos créateurs français, ceux qui portent haut la voix de l'excellence française par leur implication tous secteurs confondus. Ce soir, à mes côtés en studio pour vous, un musicien, un chanteur, un directeur musical qui porte la funk dans l'âme et qui ne connaît pas les barrières de style, de FFF à la Nouvelle Star, en passant par la musique de film et l'acting à proprement parler. Vous l'aurez reconnu, c'est bien Marco Prince qui vient partager avec vous autant qu'il le voudra. Grâce à cet esprit français si unique, qui ne connaît pas de barrières, le mélange des genres n'en est souvent finalement pas un. Et dans cet excellent, on le prouve. En seconde partie de cette émission, vous allez pouvoir découvrir une femme entrepreneur, une visionnaire qui a monté son entreprise avec de la love money et qui ne connaît pas la crise. Anne-Marie Cano, la directrice internationale, la PDG de Hidalgo, l'agence spécialiste du contenu sportif digital sur mesure pour les médias et pas que, vient nous raconter son parcours et sa vision ce soir sur Sud Radio. Pour la Made in French Tech, on va découvrir ensemble une entreprise qui innove pour la sécurité des motards de manière assez astucieuse, vous allez voir, et c'est InMotion, à travers son chef de marché Europe, Kevin Gay. C'est excellent, bienvenue chez vous. Ça, c'est de l'intro, Marco. Alors là, je peux te dire, pas une virgule à côté. Non, bravo. Marco Prince, bienvenue sur Sud Radio. Je suis hyper content d'être là, d'autant que c'est la première fois, j'adore le Sud. Ah bah voilà, on est au bon endroit alors. Alors j'avais envie, avant de commencer un petit peu l'échange, de vous demander comment ça va. Est-ce que vous êtes heureux du début de Liberté retrouvée depuis cette semaine, terrasse réouverte, etc., Marco Prince? Je suis un féru fervent de... Je cherchais un autre F, oui. De la liberté. D'accord. Et évidemment, c'est la libération, voilà, qu'on puisse se rouler sur les terrasses. Vous roulez sur les tables, vous, Marco Prince? Non, sur les terrasses. C'est une activité difficile, mais périlleuse, mais que je vous conseille pour le bonheur des uns et des autres. Et tout. Non, mais il y a un moment, on a été consciencieux, on a pris sur nous, on s'est vacciné, on a fait tous les trucs là. Là maintenant, il est temps qu'on respire. On sorte dehors. Alors, ce confinement qu'on a tous vécu, vous, il vous a permis de créer, parce que vous avez signé la bande originale de Opéra, qui est une série qui va sortir en septembre sur OCS Orange. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette série et comment vous l'avez abordée. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance déjà, il faut le dire, parce que j'ai beaucoup de mes camarades qui n'ont pas eu de boulot et 20 trucs. Moi, c'est juste avant que ça ferme. J'ai postulé pour pouvoir faire... Je fais des musiques de films depuis longtemps, et là, j'avais entendu parler de ce projet. Et puis, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et c'est un très, très, très beau projet qui autour de la danse et autour de l'Opéra de Paris, mais plus précisément autour de 3 personnages qui parlent de 3 êtres d'aujourd'hui, parce qu'on imagine toujours cette espèce de boîte en chocolat qu'est l'opéra, comme une espèce de quality street comme ça, avec des vieilles choses et de la poussière, et à l'intérieur il y a des créateurs, des rockers, vraiment il y a toutes sortes de gens, et donc les 3 personnages en l'occurrence de la série sont une danseuse étoile de 35 ans, très rock'n'roll, à qui va arriver des aventures, une jeune danseuse black qui veut rentrer à l'opéra, et un directeur qui veut changer toutes les arcanes de cette grande maison. Et c'est pas facile, évidemment. Ah non, c'est sûr, et ce qui est assez drôle, c'est que pendant qu'on était en train de tourner, pendant qu'ils étaient en train de tourner, ça y est, je m'attribue le truc. Pendant qu'ils étaient en train de tourner, il y a eu des espèces de prise de conscience des danseurs de couleur à ce moment-là. Donc j'aime bien et il y a eu des grèves, il y a eu des manifs. Enfin, il y a plein de choses qu'il y a dans la série, des choses qui avaient été écrites avant. Donc je me dis que c'est vraiment la série qui est dans l'air du temps, d'autant qu'elle a été faite une grande partie en confinement. Et ça, je peux vous dire que c'est un exploit que la showrunneuse Cécile Ducrot et la productrice Florence Levard et toute l'équipe et tous les réalisateurs et tout, on fait ensemble et tout. Ouais, super. Alors Marco Prince, on va faire un petit voyage musical maintenant. On va replonger un petit instant quand même dans l'univers de votre groupe devenu mythique dans le paysage musical français, Fédération Française de Funk. Si le nom t'a surpris, déjà tu nous souris. Nous sommes la Fédération Française de Funk. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais quelconques. I'm not from another galaxy. Police around you have some problem to follow me. You won't grow up in this community now. J'attends que le sommeil vienne et
que mes chimères m'entraînent, où s'arrête le temps. Je vous vois faire une drôle de tête sur la dernière chanson. Non, c'est pas ça, c'est que le son me surprend et tout. J'ai C'était l'impression pas de. ouais, c'est le son qu'on a trouvé sur YouTube. Non, hein, non, vous avez raison. Mais c'est Monkey sur scène quand ouais. vous avez repris ça avec FFF en 2017 au Vieilles Charrues. Exactement. C'est un titre que vous avez sorti Ouais. à ce moment-là. Et vous deviez sortir un album d'ailleurs. On devait sortir un album. Et pourquoi ça s'est pas fait? Et grâce à Dieu, on l'a pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que d'abord parce que on a toujours d'ailleurs une trentaine de titres qu'on a commencé. On a ouvert plein de portes comme ça et tout ça. On n'a pas trouvé me semble-t-il, et à quelques autres garçons du groupe que je salue ici. On n'a pas trouvé l'essence, la sève qui nous permettait de sortir un album qui vaille le coup. D'accord. On a des chansons. Ouais. On Vous n'a n'êtes pas satisfait, quoi. Non, on n'était pas D'accord. satisfait et quitte à remettre le couvert, autant que ce soit pour Ça soit le top du faire. top. Mais non, mais pour être vraiment content Bien de ce sûr. qu'on fait, si c'est juste, on a la chance d'avoir le choix. Et donc, pour l'instant, Prenez mais avec votre temps, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est quelque Ça fait quand même quelques années, là, maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais avec le recul, quand j'ai réécouté celle-là, elle m'a bien plu, vous voyez. Donc, peut-être qu'il elle est faut bien, se hein. plonger. On verra bien. Alors, on a entendu en premier aussi la New Funk Generation. Donc, c'est un clip qui est avec George Clinton par Spike Lee. hein, Ouais, rien que ça. sur l'album Blast Culture, c'est votre premier album qui est sorti en 1991. Vous avez donc été adoubé FFF pour votre premier album par le roi de la funk et le roi du cinéma noir américain. Quand même, bravo, c'est excellent. hein. Juste ça. Voilà, juste ça. ça. Alors ça, on en a beaucoup parlé de ce titre, mais on ne sait pas comment vous les avez rencontrés finalement et comment ça s'est passé, comment vous êtes venus à collaborer avec ces grands messieurs. Alors, le truc, c'était qu'on était un petit groupe français, inconnu au bataillon, mais on part du principe, mais moi depuis toujours, je pars du principe que c'est très difficile d'arrêter 4 personnes qui désirent très fort quelque chose. C'est très très compliqué, en fait. Et à 4, vous êtes les Beatles, quoi. Donc ça, c'est mon exemple. Non, mais vraiment. C'est un bon exemple. Un exemple. Et du coup, mes camarades et moi, on a commencé à rêver dans une cave comme n'importe quel groupe, sauf qu'on s'est mis à rêver très fort. On était tous en cours à l'époque et on s'est dit à un moment, on répétait genre 2 fois par semaine comme ça, je me souviens, on a eu ce mouvement où on s'est dit, il faut qu'on donne une chance à ce truc auquel on croit, plus qu'une fois par semaine. Ouais. Prenons une année sabbatique et ne faisons que de la musique, et puis on verra bien après ce qu'il y aura, on reprendra qui sa fac de cinéma, qui sa... Bon, voilà. Et voilà, Vous on n'avez a pas bien repris fait. les études On derrière. n'a pas repris les études ou les études Et de alors la vie, George sinon... Clinton Voilà, attendez. Et donc à ce moment-là, on réussit à signer. Ouais. On réussit à signer avec un gros producteur américain qui s'appelait Bill Laswell. Donc déjà c'était extraordinaire. Et à ce moment-là, on lui dit qu'on veut rencontrer. À l'époque, on voulait. La maison de disques nous demande avec qui on voulait travailler. On a dit James Brown, Prince, je crois, Michael Jackson. Et George Clinton. D'accord. C'était vite fait. C'est comme ça, quoi, au cas où, on ne sait jamais. Mais rien nous arrêtait. Cela dit, vous avez eu raison, la preuve. Ouais. Et le truc pour Spike Lee, c'était très très marrant. Là, c'était un coup monté français génial. C'était qu'on savait que Spike Lee arrivait au Festival de Cannes. C'était à l'époque de Malcolm X. Ouais. On savait que Spike Lee arrivait. J'ai su dans quel hôtel il était. On a débarqué avec tous les FFF. Et on lui est tombé dessus et il nous a dit mais qu'est-ce que vous me voulez? On lui a dit on veut que tu nous fasses un clip et tout. Il a dit mais vous êtes fous parce que j'ai pas le temps, je dois faire des films, j'ai plein de choses à faire, je suis juste là pour le Festival de Cannes. On lui a dit bon ok d'accord. Quand il arrive au Festival de Cannes, toutes les 5 minutes il y avait quelqu'un qui venait le voir en lui disant tiens ça c'est un disque de FFF, tous les potes qu'on avait on les a envoyés, on a des potes dans le cinéma, des potes dans le truc, des potes dans la sécurité, partout le mec est passé en France, il s'est fait harceler, il a dit bon les mecs sont trop forts. Il y a un moment et du coup il est revenu pour tourner le clip. Il est revenu pour tourner le clip, il a voulu tourner à Paris et on a réussi à faire venir en même temps George Clinton. Mais bon, franchement, c'est quand même incroyable quoi. C'est incroyable, mais je veux dire, on n'arrête pas 4 personnes qui croient vraiment à ce qu'ils ont au fond du beat. Quoi. Il faut être des believers. Hein. Voilà, c'est ça. Dans la vie, il faut croire en ce qu'on fait pour que ça marche. Quoi. C'est le début. Ouais. C'est le bon début déjà. Faut y aller. Quoi. Alors, le doute fait partie du truc, mais ça ne doit pas être un doute qui vous freine. Ça doit être un doute enrichissant quoi, qui vous emmène Exactement. ailleurs. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quel est le bon doute. Quel est le bon doute. Mais donc, il faut avoir un peu de quant à soi où on pense qu'on va
tout réussir. Quoi. Ouais. Alors dans FFF, vous avez été aussi super novateur parce qu'il y a du rock, de la funk, de la soul, du groove. C'est une fusion de couleurs musicales qui était très avant-gardiste à l'époque et qui est devenue plus ou moins normale aujourd'hui. À l'époque, d'ailleurs, on vous comparait souvent à des groupes comme les Red Hot, Red Hot Chili Peppers, ou moi j'ai pensé à Rage Against the Machine en écoutant certains de vos titres. Est-ce que vous pensez que justement aujourd'hui, comme c'est devenu normal de faire de la fusion, vous avez contribué à l'ouverture de cette musique française qui s'est enrichie justement de son mélange? Contribuer à quel titre et à quel pourcentage, du bruit, quoi. On peut pas le savoir. Ouais. Mais on a vu le genre de groupes qui sont arrivés après nous et qui se revendiquaient de notre culture, on pense que oui. Maintenant, je pense que c'est nos pères à nous, genre je parle de George Clinton, de Prince et machin, qui ont inspiré vraiment en ligne droite. On a éclairé cette partie de la musique qui n'était pas très française. Est-ce que vous avez, par exemple, un musicien français qui notoire de cette époque-là qui fait la même chose finalement? Ah non. Ben voilà. Donc, quand même, vous avez introduit le truc, quoi. C'était assez marrant. C'est-à-dire que quand on est arrivé, quand on a commencé à essayer d'aller voir les gens dans les festivals et tout, on leur disait mais on est plus rock que cette moitié de groupe-là et on est plus funk. À l'époque, on disait groove. On est plus groove que l'autre moitié, donc on est le groupe idéal. C'est pas arrivé tout de suite, hein, mais voilà. C'est arrivé quand? C'est arrivé près de chez vous déjà. C'est arrivé au bout de combien de temps? Au bout de, je dirais, ça a été vite quand même. Ouais. Je dirais. Parce qu'au premier album, c'était déjà fait, quoi. Ouais, je pense qu'on a dû travailler 4 ans, je pense, avant le premier album, ce qui est très peu pour une signature de cette envergure-là. Le premier album, c'est 91, hein, c'est 91, ça? Ouais. Donc vous êtes vous avez formé le groupe en 87 en fait, FFF. Ouais, on a c'est commencé ça à bosser en 87. Ouais. Alors Marco Prince, assez rapidement quand même, vous êtes un pur autodidacte. La musique, vous l'avez appris tout seul sur les instruments au départ, c'est ça? Vous avez pris des cours de lyrique, j'ai appris aussi. J'ai pris beaucoup Alors je participe d'une idée que pour rester frais et dispo, il faut se confronter à des petites contraintes et contrariétés comme ça, et apprendre un instrument, il n'y a rien de tel, parce que d'abord ça vous fait forcément apprendre une langue, une façon, des mouvements digitaux qui sont différents et tout ça, des positions de souple et tout. Bon voilà. J'ai dû apprendre la musique parce que je voulais jouer dans un instrument qui s'appelle le trombone. Oui. Et je suis allé voir un mec dans un conservatoire et tout, Monsieur Brelet, qui est un maître souffleur hyper connu que tout le monde connaît, mais moi je savais pas qu'il était connu à l'époque. Je suis allé voir ce mec et tout, je savais qu'il donnait des cours à des trompettistes et à des trombonistes. Je suis allé voir, j'ai dit moi je veux faire du trombone. J'avais acheté un trombone déjà. Je suis allé le voir, j'ai dit je veux faire du trombone. Il m'a dit mais est-ce que tu connais le solfège? J'ai dit non, ça me fait chier le solfège. Je veux faire du trombone. Je voulais faire du solfège. Je serais allé voir quelqu'un d'autre. Il m'a dit d'accord, sors ton trombone. J'ai sorti mon trombone. Il m'a dit prends ton embouchure. J'ai pris mon embouchure. Il m'a dit souffle un peu. Ok, enlève ton embouchure, ferme le trombone. Vas-y, pose le trombone. Et après j'ai travaillé pendant 4 mois que de l'embouchure. D'accord. Et il m'a dit moi je te prends gratuitement en cours. Par contre tu vas t'inscrire dans un cours de solfège. Et grâce à lui, j'écris la musique quand même, donc ce qui me permet aujourd'hui de faire des musiques de film. Et j'encourage tous les musiciens autodidactes à aller apprendre le solfège. C'est une langue, ça me permet de travailler avec des gens dans le monde entier. On lit des partoches, on parle tous la même langue et tout. C'est vraiment un truc. Il faut être rigoureux pour être excellent, Marco Prince. Moi, je suis pas excellent. Hein. Je suis assez... vous en êtes pas loin. Vous seriez pas dans cette excellence si vous ne l'étiez pas. D'ailleurs, c'est excellent sur Sud Radio avec le chanteur, compositeur, directeur musical, homme de funk et acteur Marco Prince. Et dans pas longtemps, la directrice et entrepreneur chevronnée de chez Hidalgo, Anne-Marie Cano. On revient, ne bougez pas. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent et c'est le titre de cette émission, votre rendez-vous du dimanche à 19h sur Sud Radio, avec celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Ce soir avec nous, le musicien, compositeur, chanteur et acteur au parcours éclectique et homogène en même temps, Marco Prince. Dans peu de temps, vous pourrez aussi retrouver une entrepreneur qui incarne l'esprit qui va avec, la directrice de Hidalgo, Anne-Marie Cano. Et juste avant de l'accueillir en Made in French Tech, je vous propose de découvrir une entreprise qui crée les conditions de la sécurité routière chez les motards, InMotion, avec son chef de marché Europe, Kevin Gay, qui va nous raconter cette innovation. Mais pour l'instant, on continue avec Marco Prince, on va y arriver, et on se fait plaisir sur Sud Radio.
de chômeurs, des hommes, des femmes, un père de famille, une mère de famille, deux divorcés, un juif, une ex-communiste, une ancienne étudiante. Bah, qu'est-ce qui nous manque? Un homosexuel? Il y en a peut-être déjà. Ah, c'est moi. Je vous vois bouger la tête sur La haine quand même. Quelle bonne musique, non, c'est mais de la vraiment. bonne musique, Marco Prince. La haine quand même, c'est donc la première BO que vous avez fait avec votre groupe, FFF, Ouais. c'est ça, en Ouais. 95. Ouais. C'était avec Cut Killer à l'époque. Ouais. C'est ça. Yeah. Et c'est une chanson que, moi, pour ma génération, ça nous a marqué ad vitam aeternam. Donc c'était important de la réécouter un petit peu quand même. Et puis vous avez votre première BO qu'on a entendue aussi dans Vive la République. Ça, c'est votre première BO tout seul. Première Marco BO Prince. tout seul, invité par Éric Rochant, avec qui qui restait vous un travaillez ami, souvent, avec qui ouais. je travaille souvent. Et Sur avec- Mafiosa aussi, d'ailleurs, qu'on Ouais, a ouais, entendu ouais, ensuite. C'était un pote vous appelle et vous dit tu veux pas faire une musique de film? Ben, j'ai jamais fait de musique de film. Et Ouais. tout. Ouais, mais t'aimes bien les musiques de film? Ouais. Eh ben, fais une musique de film alors. D'accord. Ok. Mais vous aviez déjà fait ça quand même, du coup, avec FFF, juste avant sur La haine. C'est quand même une BO. C'est pas tout à fait une exactement- musique de film, C'est pas quoi. tout à fait une musique de Ouais. film. C'est une musique inspirée Du de, film comme on lui-même. faisait à l'époque et tout Ouais, ça. c'est ça. Casso nous avait demandé, il voulait Mathieu absolument Kassovitz. qu'on participe à la musique du film. Ouais. Et pour le film, il nous a demandé un morceau rock très 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 bas, très très violent qu'il n'a pas utilisé. Mm. Et du coup, en contrepartie, nous on avait fait un deuxième morceau qui était celui-là, et c'est celui-là qui a Il a marqué les annales. exactement. Alors, faire une musique de film et une chanson, est-ce que c'est le même process, finalement, Marco Prince? Ah, pas du tout alors. Pas du tout. Pas Quelle est la du tout, pas du différence? tout, pas du tout. Alors je dirais juste que il y a quelque chose de plus introspectif dans l'idée de faire une musique de film. C'est-à-dire que d'abord, en même temps, pendant que je vous le dis, je trouve qu'il y a des similitudes. C'est-à-dire que quand on écrit une chanson, on se fait son film. Mm. Alors que quand on fait une musique de film, on parle d'images qui ont déjà été faites ou d'un scénario qui a déjà été écrit. Mm. Et on peut pas. On n'est plus dans le fantasme, en fait. Non, et on peut pas digresser non plus. Ouais. On peut, en gros, faire Vous une avez musique des de film. briefs, par exemple, un réalisateur, il va vous dire fais-moi ça, 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 je veux tel type de son, etc. Ou comment Absolument. ça se passe? En Ouais. gros, la musique de film, c'est ça. C'est vous avez affaire à un créateur qui a fait des images, qui a rencontré souvent avec des auteurs qui ont raconté des histoires, avec des monteurs qui sont très importants, Mm. qui ont réussi à coller les bouts, à faire en sorte que le film ait du souffle. Et ensuite, à vous, on vous demande. Alors là, il faudra mettre du bleu. Et vous savez le nombre de nuances de bleu qu'il y a? Ah ben, il faut trouver le bleu. Et ainsi, là, il faudra mettre du rose. Ah oui, mais vous avez le nombre de nuances de rose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est la chose qui est difficile, c'est ça. C'est D'arriver à d'approcher- retranscrire, en fait, aussi la vision Ouais. de quelqu'un, quoi. Et Ce qui n'est pas le cas ouais. pour une chanson, du coup. Ouais, c'est de l'exécution sous influence. C'est vraiment du travail sous influence, faire de la musique de film, contrairement à écrire une chanson où on est en totale liberté et où on s'exprime pleinement. Alors, vous avez joué au théâtre aussi, et puis entre autres au cinéma, justement, avec Éric Rochant. Mais vous avez joué au théâtre, alors j'ai appris ça avec Peter Brook au Bouffe du Nord. Mais oui, Incroyable. Un grand monsieur, Peter Brook. un grand quand même. monsieur qui est tout petit en fait. Oui, mais il est grand, il nous dépasse largement en tout cas. Et comment ça s'est passé avec lui? Il dirige, il suggère? Comment il est en tant que metteur en Il scène? dirige bien. Hein, Ouais, il dirige, est bien il rigole pas dirigiste du et tout. Il a des avis, il a des décisions, mais c'est très très marrant comment ça s'est passé. En fait, j'ai été approché par lui. J'ai honte, parce que je vais vous raconter un truc, j'ai un peu honte. Mais à l'époque, j'étais en plein dans FFF et tout, et on me dit, il y a Peter Brook qui vient, qui veut te rencontrer pour de la musique. Moi, dans ma tête, ni une ni deux, je pense Mel Brooks. Bon, je me dis, ah super, je vais faire une musique de film comique, et j'arrive au théâtre. Théâtre des Bouffes du Nord, qui est un des plus beaux théâtres qui Magnifique. soit. Il est extraordinaire. Ouais. Et j'arrive et je vois ce petit monsieur. Je me dis merde, c'est pas du tout. Mais donc j'avais pas entendu, j'avais pas fait gaffe. Et le mec me dit alors on m'a dit que vous avez envie de faire la musique avec moi. J'ai dit ouais. Je connaissais assez peu son travail. J'avais entendu parler du Mahabharata, mais Oui. j'avais pas vu. Enfin bon voilà. Et puis du coup je me suis retrouvé à dire oui à un truc qui me ressemblait pas tellement. Mais du coup, lui, il a commencé, il est très très malin, il a commencé à me faire jouer une myriade d'instruments, parce que je joue plein de trucs mal, mais de plein d'instruments. Et puis au fur et à mesure, on enlevait les instruments, on enlevait les trucs, et puis il me disait, bah, écoute, tu vas jouer le rôle de cette femme, parce qu'on n'a pas trouvé encore le personnage. Et puis tu vas jouer le rôle de ce marchand de trucs, etc. Et à la fin, c'était devenu une pièce à 4 personnages, dont moi à plein de personnages, mais joués par 4 acteurs, dont moi. D'accord. Ouais. C'est une sacrée Et ça a rencontre, été une expérience extraordinaire.
extraordinaire. Alors justement, ça a dû vous faire évoluer aussi, parce que scène théâtrale, scène musicale, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On imagine que ça a dû faire évoluer ou influencer aussi votre jeu de scène musical derrière, d'avoir fait du théâtre et d'avoir été formé, entre guillemets, par un grand monsieur comme ça. Ouais, je pense que chaque expérience fait de nous, on est mu, on est transformé microscopiquement, même quand on le sent pas, même quand c'est pas aussi évident que ça. Mais là, Peter Brook, franchement, il y avait une puissance dans la simplicité. Et le gars, c'est ça, c'est l'assise mort avec lui. Genre un cintre, 3 tables de trucs, et vous êtes en Afrique, c'est incroyable. C'est vraiment un travail, c'est très très précieux pour moi cette période-là. Et après, un jour, il m'a rappelé pour me demander de jouer Othello. J'aurais adoré le faire. Vous auriez été parfait dedans. C'est gentil de me le dire, mais j'aurais adoré faire Othello. Personnellement, quand il me l'a demandé, je me trouvais un peu léger pour un Othello, parce que je pense qu'il faut avoir de la... Moi, je le sens un peu comme un homme qui a vécu et tout ça. Ouais. Et j'étais en tournée avec FFF, et donc ça n'a pas eu lieu. Alors, est-ce que c'est une question qui va vous paraître bizarre? Est-ce qu'il faut jouer pour chanter et chanter pour jouer, Marco Prince? Alors, est-ce qu'il faut jouer pour chanter déjà? La musique, c'est l'acte de faire de la musique, c'est jouer. On dit qu'on joue d'un instrument, donc il faut garder quelque chose de. Il y a du ludique dedans, c'est obligé. Mais même quand on fait des gammes, même quand la meilleure façon de faire des gammes, d'ailleurs, c'est de se dire qu'on est en train de faire un concert. Je vous jure, je le dis ça, je le dis à tous les musiciens. Mais vraiment, vous faites du do, ré, mi, fa. Rêvez que vous êtes en train de faire un concert, vous allez voir, vous allez pas les interpréter de la même façon, les silences vont prendre leur place et tout. Je crois qu'il faut jouer. Et puis de toute façon, on va pas commencer à se prendre au sérieux là. Moi, je fais pas d'opération à cœur ouvert. On fait de la musique, quoi. Donc il faut que ça reste léger. Et vous chantez quand vous jouez aussi? Est-ce que je chante quand je joue? Je chante dans ma salle de bain. Il paraît que je chantonne tout le temps. Donc c'est juste un plaisir en fait. C'est ça le secret en soi, c'est juste de prendre plaisir à ce qu'on fait aussi. C'est important. C'est une chose qu'on répète beaucoup ici. Alors, Marco Prince, vous êtes, quel que soit le support, etc., vos inspirations, elles sont universelles, on est d'accord? Bon, et puis on peut le dire, un petit... Juste la question pour finir, ça fait du bien de se faire à l'ego de temps en temps, du bien à l'ego de temps en temps, Marco Prince? Je ne serais pas chanteuse d'un groupe, je dis bien chanteuse parce que je pense qu'il n'y a pas de chanteur. C'est une théorie qu'on avait avec mon camarade Bakri qui n'est plus là, où on se disait qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des actrices, et il n'y a pas de chanteurs, il n'y a que des chanteuses. Et parce que ça demande quelque chose de éminemment féminin, d'aller chercher en nous ces trucs-là. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas naturellement, mais c'est vraiment une fibre féminine qu'il faut reconnaître en soi quand on est un homme pour être un bon comédien, je pense, et pour être un bon chanteur aussi. Il y a une espèce de truc comme ça. Et Marco Prince est une chanteuse, donc. Très fière de l'être. Une petite fois. Ah oui, Marco. Et donc, pour finir, l'ego a quelque chose à avoir là-dedans. Écrire quelque chose et penser que ça va intéresser ne serait-ce que 2 autres personnes, c'est déjà une forme égotique de partage. Donc, Bien sûr. Merci Marco Prince. Alors vous êtes motard, si je me trompe pas. Ah ouais, je suis motard. Ouais. Alors cette rubrique va vous intéresser. On part à Annecy découvrir In Motion. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir Kevin Gay. Bonsoir. Alors Kevin Gay, vous êtes directeur du marché Europe de InMotion, qui est une entreprise qui propose des designs innovants et surtout qui protège bien les motards, entre autres à travers un gilet airbag qui nous intéresse particulièrement. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui, tout à fait. Donc InMotion, c'est une entreprise qui a été créée en 2014. On est sur le marché de la moto depuis grand public depuis 4 ans maintenant. Oui. Et en fait, on est une marque ingrédient. Donc on fabrique des systèmes d'airbag électroniques qui sont donc intégrés dans des équipements de sécurité, de fabricants d'airbags, d'équipements de moto. Oui. Et donc qui sont à disposition du grand public afin de protéger le motard donc lors des différents accidents qu'il pourrait avoir. D'accord. Et la nouveauté technologique, on est d'accord que du coup c'est un airbag qui est donc électronique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, tout à fait. Donc, un airbag électronique, donc à différencier d'un airbag à câble, où en fait, les premiers produits qui sont sortis, on était obligé de se connecter à la moto avec un filin qui nous liait à la moto.
Et donc, les airbags électroniques, là, on a un ensemble de capteurs qui sont placés dans le dos sur les différents équipements et donc qui permettent de calculer 1000 fois par seconde la position du motard, sa vitesse, etc. et donc de détecter une situation d'accident. Donc, c'est vraiment ultra-sécurité, quoi. Alors, on parle des motards, pardon, mais c'est aussi intéressant pour le sport, par exemple pour les skieurs ou l'équitation, hein, c'est ça? Tout à fait. On a démarré dans le ski, d'abord, le ski cross en l'occurrence, où là, on a l'équipe de France qui est encore équipée de nos systèmes en ski cross, et puis également en équitation. Oui. D'accord. Marco Prince, vous qui êtes motard, vous vous protégez comment à moto ? Avec un casque intégral, des gants, voilà, et bientôt un gilet airbag Motion. Bientôt un gilet électronique et tout ça. Mais moi j'ai juste une question. On est d'accord que ça marche pas pour les cascadeurs, parce que s'ils font des pirouettes volontaires, le gilet se met en route, ou c'est vraiment on a des algorithmes qui sont dédiés à différentes pratiques, notamment le rallye raid qui vient de se lancer, mais le cascadeur, on l'a pas encore. Vous l'avez pas encore fait. Bon bah voilà, c'est votre prochaine target. Mais merci bravo, beaucoup Kevin Gay pour d'avoir participé à cet excellent. Je le rappelle qu'on peut retrouver donc tous vos produits sur www.inemotion.com. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Vous avez envie de faire passer un petit message aux auditeurs peut-être ? Non, écoutez, je pense que n'hésitez pas, protégez-vous dans différents autres domaines. L'airbag peut vous aider. Prenez soin de vous et protégez-vous tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Kevin Gay. C'est vrai qu'on est super vulnérable en deux roues. Merci à vous. Faut faire gaffe. C'est toujours excellent et on le prouve avec le funky artiste, chanteur et compositeur Marco Prince, que vous allez retrouver dans un instant avec la femme de tête entrepreneur comme on les aime bien ici, Anne-Marie Cano. J'ai fait un petit volet de stylo en passant et à tout de suite les amis. Voilà. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet excellent. Encore une bonne demi-heure d'échange à partager ensemble avec le musicien multiforme Marco Prince et l'entrepreneur innovante de chez Hidalgo, Anne-Marie Cano. Je vous vois faire des signes derrière, ça me perturbe, Marco multiforme, Prince. Donc du coup, je prends. Vous prenez les formes. Voilà. Bienvenue sur Sud Radio, Anne-Marie Cano. Merci. Contente de vous recevoir. Alors, Anne-Marie Cano, avant de devenir l'entrepreneur que vous êtes, vous avez flirté avec le monde salarié pendant pas mal de temps, pas mal d'années même. Et puis, pas n'importe quel secteur. Vous avez fait du marketing tout d'abord, et puis vous avez été chercheuse de tête avant d'entrer chez Microsoft. Est-ce que vous aviez défini un plan de carrière en amont ? Est-ce que vous saviez déjà où vous alliez au départ ? Pas du tout. D'accord. Absolument pas. C'est vraiment les opportunités de la vie qui ont fait que je suis devenue ce que je suis. Ouais. Il y a quand même un fil rouge, puisque c'est pas anodin. J'ai fait du marketing, de la communication, puis chasseuse de tête. Voilà, donc il y a quand même un fil rouge dans le business, mais pas du tout de projet de carrière en amont. Pas réfléchi en tout cas. D'accord. Et comment vous êtes arrivée chez Microsoft alors ? Eh bien, parce que j'étais chasseuse de tête. C'est ça. Donc, ils vous ont embauché en fait, pour ça, en fait. C'est du RH que vous faisiez chez eux. En fait, aussi. c'est eux qui sont venus me chercher. D'accord. Et ils m'ont chassée. Ils vous ont débauché. Voilà. Exactement, ils m'ont débauché. Ils ont chassé la chasseuse de tête. Absolument, c'est ça qui s'est passé. Et alors, on imagine qu'intégrer une entreprise comme Microsoft, quand ensuite vous en êtes venu à travailler dans le digital, très clairement, ça vous a permis justement d'entrer et de découvrir ce monde de digital, de process, etc., que vous connaissiez peut-être pas très bien. Alors, en fait, moi, j'ai été chasseuse de tête dans le digital. Depuis ça ne s'appelait pas le digital à l'époque. On appelait ça le numérique ou les télécoms, l'Internet, tout simplement. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et ce que m'avait vraiment découvert Microsoft, c'est une grosse organisation et les process. C'est vraiment là que j'ai appris mon métier d'entrepreneur, puisque c'est une excellente formation. Ça arrivait un peu tard dans mon parcours pour que j'en tire vraiment toute l'essence. Oui. Parce que je pense que quand on rentre à 25, 28 ans dans une entreprise comme Microsoft, on a plus d'opportunités de se développer et d'apprendre. Quand on y arrive à 35 ans, on est déjà un peu formé. Et du coup, ce carcan qu'on s'est déjà formé est moins modelable. D'où le fait que je sois restée si peu de temps finalement chez Microsoft par rapport à toutes mes autres expériences où je suis restée bien. Et vous êtes resté peu de temps, mais c'est finalement cette expérience-là qui vous révèle, donc, comme vous veniez de le dire, votre volonté entrepreneuriale. Pour quelle raison ? Eh bien, justement parce que cette entreprise est extrêmement formatrice, c'est-à-dire qu'on apprend les process, les outils, les formations, enfin c'est impressionnant de ressources et de moyens. Mais c'est aussi, pour moi en tout cas, qui venait pas du tout de ce type d'entreprise, plutôt des entreprises à taille humaine, ça a été une grosse limite. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte qu'on ne fait que partie d'une énorme machine et qu'on n'est que un petit élément
d'un énorme rouage. Et effectivement, vous avez envie de votre bébé, quoi. Oui, là, l'entrepreneur se révèle et dit non, mais ça va pas être possible très longtemps. Et donc, je choisis de... Et donc, vous arrivez chez Hidalgo en 2011, vous prenez la direction générale à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est Hidalgo exactement? Alors, d'abord, Hidalgo, c'est une toute petite entreprise. Aujourd'hui, on est un peu plus gros, mais ça reste une entreprise à taille humaine. Et c'est surtout l'entreprise de mon mari. Et en fait, c'est quand même ça qui est fou. Vous êtes pistonné, du coup? Et en fait, je l'ai même... C'est presque que je l'ai sorti aussi, en fait. Il était patron et c'est moi qui suis devenue sa boss. Donc c'est ça qui est assez rigolo. Ça se passe bien entre vous super à la bien. maison. Et en fait, c'est ça qui est fou. On n'aurait pas mis un copec là-dessus, mais effectivement, ça se passe super bien. On se voit matin, midi, soir, vraiment. Et vous arrivez à faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée? Alors, quand il y a des moments difficiles dans une entreprise. Là, les moments sont difficiles, même dans le couple. Mais en fait, très rapidement, on a trouvé notre place. Chacun sa façon de faire, chacun quelque part son département. Il m'a complètement délégué la gestion, le développement. Et je lui ai complètement délégué la partie... Parce qu'il a reconnu vos qualités aussi. Oui, très certainement. Très certainement. En tout cas, il a peut-être pas eu le choix. En plus. On ne le saura pas. Mais il avait signé avant. On était déjà mariés, donc c'était trop tard, en fait. Voilà. Donc, en fait, je pense que effectivement, les bases du couple étant déjà bien solides, malgré l'adversité en entreprise, ça n'a pas posé de problème. Et alors, Hidalgo, vous fournissez du contenu digital sportif pour les médias et d'autres clients aussi. C'est quoi un contenu digital sportif? Alors, en fait, c'est surtout un contenu sportif qui est porté... digitalisé qui est digitalisé. Donc en fait, on s'imagine que quand on va chercher les résultats sportifs, je sais pas, sur l'équipe, le Monde, peu importe, c'est ces mêmes médias qui produisent ce contenu. Or, ça n'est pas le cas. C'est des entreprises comme nous, qui sont donc soit des agences presse, qui sont mandatées, qui en fait ont des opérateurs, des dizaines de personnes qui regardent des événements sportifs en direct, qui collectent cette information et qui ensuite la vendent et donc la délivrent à différents médias sous différents formats. C'est du travail journalistique, quoi. Alors nous, oui, puisqu'on a vraiment, nos opérateurs sont tous des journalistes et ils ne font pas que de la collecte de données au sens data du terme, mais on fait aussi de la rédaction d'articles, des directs commentés, rédigés en direct, voilà. Et Anne-Marie Cano, donc justement, on parlait de l'entrepreneuriat, donc il faut un esprit d'entrepreneur pour être entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on imagine, sur la route. Quel type de difficultés vous avez rencontré justement avant de respirer un peu mieux, si vous le faites d'ailleurs, si vous respirez mieux? La plus grosse difficulté, c'est qu'on reste quand même, nous, une toute petite entreprise et qu'en face de nous, on a des géants. Mastodontes. Voilà. Donc, il faut trouver sa place, il faut trouver sa valeur. Et ça, c'est vraiment le temps d'y arriver, de bien se connaître, d'avoir la maturité de l'entreprise. Et nous, on n'est pas une licorne. Donc, quand on est une licorne, en fait, on est complètement porté par les investisseurs, par le mouvement du marché. Nous, c'est pas du tout notre cas. On est presque à l'inverse, c'est-à-dire que parce qu'on a des mastodontes en face de nous, ce qu'on fait, c'est prendre soin de nos clients, être dans la proximité, très à l'écoute, presque du sur-mesure parfois. Le service, quoi. Voilà, le service, la qualité, l'écoute, parce que sinon, on n'a pas de place, quoi. Marc Prince, finalement, vous êtes un entrepreneur aussi. Entrepreneurs. Il faut un esprit d'engagement, comme on se l'est dit depuis tout à l'heure. Oui, c'est sûr que à l'âge d'une vingtaine d'années, décider d'arrêter ses études, même ponctuellement, et de partir à l'aventure, c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est un peu risqué. C'est un peu... Mais moi, j'avais une question. Je voulais vous demander quel genre d'études vous avez fait. Marc Prince. Moi, je fais du marketing, en fait. Je fais une maîtrise en marketing. D'accord. Et oui, en fait, vous avez fait le CNAM, c'est ça? En fait, ça m'a pas tellement préparé à être entrepreneur. Non, mais c'était pour savoir comme ça. Et la prise de risque, elle est réelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. De toute façon, on devient entrepreneur quand on est sur le terrain, finalement. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que c'est les maîtres mots d'une carrière réussie dans l'entrepreneuriat? La résilience, le courage? Je vous pose la question à tous les deux. Moi, je rejoins assez ce que vous disiez tout à l'heure, Marco. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre du plaisir. Faut aimer ce qu'on fait. Et puis, il faut aimer vraiment être risque adverse. Avoir peur. Un peu d'audace, ouais. C'est terrible. Et puis après, beaucoup de curiosité. Je pense qu'il faut être curieux des gens avec lesquels on travaille, des gens avec lesquels qu'on rencontre. Moi, vraiment, la curiosité, ça m'a vraiment apporté... Il faut aimer l'humain, quoi. Pas que l'humain, même les business models, même la culture, même la façon de fonctionner d'une entreprise, d'un partenaire, d'un client, ça aide beaucoup en fait. Cette curiosité, moi, elle m'a beaucoup porté
porté tout au long de mon parcours. Alors, le contenu chez Hidalgo que vous fournissez, il est sur mesure, hein, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous faites uniquement un contenu dirigé sur mesure ou est-ce que vous proposez aussi des choses un peu plus généralistes sur d'autres types? On a une seule verticale, c'est le sport. D'accord. Donc, on ne fait que du contenu sportif. Après, dans le contenu sportif, il y a des choses qui sont ultra mutualisées. Oui. C'est le même. Un résultat du PSG, c'est le même résultat pour tout le monde. Donc ça, c'est ultra mutualisé. Et puis ensuite, on a des journalistes qui commentent en direct pour des équipes de foot, pour des médias. Et là, il faut le bon ton parce que chaque média, chaque équipe a son ton, son point de vue sur le match qui est en train de se dérouler. Marco Prince, finalement, vous faites du contenu sur mesure aussi quand vous faites de la musique événementielle ou des choses comme ça. Quand on parlait tout à l'heure de vos créations de BO, c'est un peu du sur mesure que vous faites aussi. Je pense que quand on fait une musique du film, on fait du contenu sur mesure. Je l'appellerai pas comme ça, mais là, pendant que vous me le dites, j'entends ce mot et voilà. Après, je me méfie des mots comme contenu, entrepreneurs, qui m'amusent un petit peu. Pourquoi ils sont galvaudés ces mots-là? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un peu de respect d'un côté, de dérision aussi. Pourquoi ? Parce que je pense que dans ma partie en tout cas, il faut de la volonté, je dirais pas de l'entrepreneuriat. Disons que en plus moi j'écris des mots et que je trouve que parfois les mots se galvaudent. Ils perdent de leur sens et entrepreneur, je sais plus très bien ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire, mais ça devient un petit peu flou. Et alors qu'une entreprise, je sais ce que c'est en tout cas. Anne-Marie Cano, vous faites appel à des compositeurs, vous faites des créations sur mesure musicale aussi, qui sont, des commentaires qui sont accompagnés de musique. En fait, le seul contenu sur lequel il y a de la musique, ce sont les motion. On crée des vidéos motion et là, effectivement, il y a de la musique. Alors, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour ce contenu musical. Donc, on va dans les banques de données et même si, effectivement, on les achète, ça reste des contenus vraiment bas prix, parce que c'est vraiment un peu la dernière roue du carrosse dans le contenu. Et pourquoi c'est la dernière roue du carrosse finalement? Parce que le mot, la parole, ce que vous dites est plus important que la manière dont c'est présenté, c'est ça? En fait, non. Ce qui a de la valeur, c'est la manière. Anne-Marie Cano. Ouais, c'est vraiment ce qui a de la valeur, c'est la manière. Mais la musique sur ce type de contenu, c'est pas la première chose. Le visuel est beaucoup plus important que le son. D'accord. Dans notre contenu. Parce que moi, je regarde pas beaucoup de matchs de foot personnellement, mais si je regarde un match de foot, il y a quand même toute une atmosphère musicale, de bruit aussi, des gens qui participent, etc. Non, pas en ce moment. Mais si, en fait, ils ont quand même doublé. Ils ont doublé les matchs. C'est dingue. Le son est faux puisqu'il n'y a pas de public. Ils ont pris des musiciens. Avec des sampleurs et tout ça, et qui reproduisent le son d'une cohorte de gens, du public, après un but réussi, après un but raté, après un truc, après une action dans le contre l'équipe adverse. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont dû faire. Parce que faut recréer une ambiance pour créer de la chaleur. Donc on est d'accord, Anne-Marie Cano et Marco Prince, que finalement l'ambiance musicale et l'ambiance de la voix derrière, autour de ce qui se passe autour d'un commentaire, par exemple, est très important pour donner envie d'écouter aux spectateurs. Complètement. Et d'ailleurs, au-delà du bruit des spectateurs, le son du commentateur est super important. Vraiment, là, il y a des commentateurs qui sont d'une qualité et qui sont des vrais acteurs. C'est comme si on regardait un film, en fait. Vous, Marco Prince, vous aimez beaucoup le foot. J'aime beaucoup le foot, oui. Et est-ce que vous avez un commentateur préféré? Alors... moi, j'aurais tendance à aimer des commentateurs morts et qui passeraient plus du tout aujourd'hui et qui étaient genre racistes, réac, truc et qui avaient une espèce de bon sens français. Quand par exemple vous aviez Yannick Noah qui perdait, c'était plus Yannick Noah le français, c'était Yannick Noah le français d'origine camerounaise. Moi, ça me fait bon, c'est pas bien, mais franchement, ça me fait rigoler. Ça me faisait rigoler. Et je suis moins. Vaut mieux en rire en même temps. Oui, vaut mieux en rire, c'est sûr. Mais j'aime que les comme elle le disait, j'aime que les commentateurs aient une personnalité parce que c'est une période où on a tendance à un peu trop tout pédulcorer. Je ne dis pas que tout doit être dit, mais en tout cas, c'est important pour moi de sentir des êtres humains et pas seulement des robots, quoi. Bien sûr. Merci à tous les deux. C'est excellent ce soir. C'est bien le cas, en compagnie de deux entrepreneurs, même si Marco n'est pas d'accord. Marco Prince, moi, je suis une entrepreneuse. Pour la musique, entrepreneuse et chanteuse. Marco Prince et Anne-Marie Cano pour le digital et les gens. On va y venir d'ailleurs. À tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, l'émission qui crée le lien. Si vous nous rejoignez, vous avez raté beaucoup, mais pas de panique, il en reste encore un peu. Je suis ce soir pour vous en compagnie de 2 entrepreneurs, donc chacun excellent évidemment dans son domaine. Et il s'agit du compositeur et chanteur éponyme Marco Prince et de la PDG de l'agence Hidalgo, Anne-Marie Cano. Anne-Marie Cano, je vous restitue un petit peu, je vous resitue pour nos auditeurs. Vous êtes donc à la tête depuis 2011 d'une agence qui produit du contenu digital sportif, on l'a dit, Hidalgo. Et depuis peu, en 2019, vous avez fait l'acquisition de la plateforme Scorecast, qui est une start-up qui a été fondée par Nicolas Bonamy et qui permet d'organiser des jeux concours de pronostics sportifs, soit entre amis, soit au sein d'une entreprise. Alors racontez-nous pourquoi cette acquisition ? Eh bien, en fait, on s'est rapproché de Nicolas parce qu'on cherchait nous-mêmes une solution. On voulait proposer ça à nos clients, des médias, en fait, au départ. On voulait leur proposer, pour leur audience, d'offrir une plateforme de pronostics. Voilà. Et donc, Nicolas, qui a été fondateur et qui n'avait pas le temps, en fait, de gérer des gros clients, il gérait juste la partie grand public. Les gens venaient gratuitement, ils s'inscrivaient, et puis c'était tout. Et on s'est rapproché de lui. On a fait une première opération en 2016, qui a bien marché. Et en 2018, ça a explosé. D'accord. Ces plateformes proposaient à des entreprises de monter un jeu concours en interne pendant l'Euro ou la Coupe du Monde, ça a absolument explosé. Et alors, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée justement pour une entreprise En fait, on crée une animation à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est du lien. En fait, toutes les entreprises, vous allez voir les salariés pendant la Coupe du Monde, ils vont voir les matchs sur leur ordinateur. Il y en a même qui mettent les écrans, etc. Donc, en fait, c'est déjà un événement. Sauf qu'ils avaient des fichiers Excel. Et ils faisaient leurs pronos et leurs classements sur Excel. D'accord. Et au bout d'un moment... Ça fait beaucoup de fichiers Excel. Ouais, ça fait beaucoup de fichiers. Et puis, c'est extrêmement contraignant pour celui qui gère le fichier Excel. Et du coup, la plateforme Scorecast, elle propose ça. Elle propose de tout prendre en charge. D'entrer tous les pronostics. Voilà. En fait, et après, c'est un jeu concours, donc on gagne quelque chose, on imagine. Alors, nous, on n'organise pas le C'est l'entreprise elle-même. Nous, on ne prête que la plateforme. Mais l'entreprise, elle distribue des prix, elle crée des animations. Après, il y a des apéros qui s'organisent. Enfin, il y a plein de trucs autour de cette plateforme. Et alors, on est encore dans le sur-mesure chez vous, Anne-Marie Cano, parce qu'en fait, les contenus, donc ce que vous proposez à l'entreprise, ils sont aux couleurs de la boîte. Enfin, vous personnalisez en fait ça en à fait, chaque fois. On le fait en marque blanche. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que le salarié, il n'ait pas l'impression de se retrouver sur Scorecast, mais bien chez son employeur. Et pour l'employeur, c'est hyper important de mettre en avant cette animation avec sa marque. Anne-Marie Cano, c'était important de continuer à développer à travers une plateforme digitale, justement. Vous êtes pour le 100% numérique, finalement ? Alors oui, nous, on est 100% numérique. C'est hyper important. Ça va très, très vite dans ce marché. C'est ça, sur ce marché, dans ce métier. Et en fait, on a besoin d'innover constamment. Donc il y a des entreprises qui innovent. Vous êtes toujours au courant de ce qui se passe, par exemple ? On est obligé. De toute façon, des experts d'abord, tous nos développeurs, nos designers, ils sont constamment en veille, à la fois sur la partie graphique et sur la partie technologique, constamment. Ça va très très vite, et si on n'innove pas, on est rapidement dépassé. Très rapidement. Tous les mois, quoi, en fait. Il y a un nouveau truc toutes les semaines. Peut-être pas tous les mois, mais en tout cas, tous les 6 mois, il faut sortir un truc. Et le monde de demain, il est totalement numérique, Anne-Marie Cano, vous pensez ? Écoutez, j'ai bien peur que oui, mais le numérique n'est qu'un outil. Enfin, je veux dire, il faut quand même des cerveaux, il faut quand même des gens qui fassent autre chose que du numérique. Parce que le contenu, qu'il soit musical, je regarde Marco, mais qu'il soit écrit, peu importe, le numérique n'est que ce qui porte ce contenu, cette matière concrète. Mais c'est quand même une grande aide, le numérique. Bien sûr. Ça permet à des gamins sans le sou d'avoir accès à des programmes de musique et de partir sur de l'inspiration, alors qu'avant il fallait avoir des parents qui vous achètent une guitare. Bon, voilà. Il faut quand même avoir un ordinateur, hein, mais bon. C'est plus accessible qu'avant, quoi. Alors c'était ma question justement, d'après Marco Prince, cette fameuse ère du numérique qu'on vit tous, on est en plein dedans. Est-ce que ça a changé du coup ? Oui, effectivement, le rapport à la musique en général, du public aussi, puisque évidemment il va plus acheter le CD. Pas forcément bien. Pas forcément bien. Il y a un truc qui est très 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 bizarre, c'est que pour moi qui suis d'un temps que les voilà. Je vous rassure, on en est tous là autour de cette table. Où il fallait être un précurseur dans son lycée, ou quelqu'un de très malin qui allait dans les magasins de disques pour essayer de fouiller dans les bacs, machin et tout ça. Maintenant, on pose son doigt sur un ordinateur et on a l'historique de 10 ans de musique au bout du doigt. Il y a quelque chose bizarrement qu'on a perdu avec la numérisation, c'est-à-dire que il y a une espèce de... Alors, on vit une période où
on n'a jamais écouté autant de musique. Jamais. Jamais autant de gens vivants ont possédé, ont écouté de la musique. Maintenant, on n'en a jamais aussi peu acheté. C'est ça. Donc, on la possède plus, en fait. Ouais, il y a ces trucs particuliers. Et l'autre chose aussi, la dématérialisation enlève une partie d'émotion, je pense, une partie d'émotion. Et du coup, la musique devient comme, j'aime pas le terme, mais comme du vent. Finalement, c'est quelque chose qui passe comme ça et tout ça. Et de temps en temps, on est ému, mais principalement, c'est un truc qui nous, voilà, dont on a l'habitude de vivre avec. On se rend même plus compte qu'elle est là. Et en ça, je pense qu'il y a de mon côté, il y a une petite tristesse. Maintenant, je suis obligé de reconnaître que je trouve ça génial que tout le monde y ait accès. Quoi. Par exemple, pour moi qui suis africain, je regarde comment les gamins du Togo ou du Burkina Faso se mettent à écouter tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ça aurait été complètement impossible et tout. Donc il y a la nostalgie du chercheur d'or, en fait, c'est ça. Et finalement, le plaisir de l'ouverture au monde. Mais bien sûr, c'est quand même très, très, très pratique. Alors moi, un petit bémol aussi, c'est que pour pouvoir, pour faire en sorte que ce soit pratique et facile à transporter, on rabaisse la qualité de la musique. Et ça, c'est un peu dommage quand même. C'est-à-dire c'est-à-dire que la digitalisation de la musique, sauf quand elle est très bien faite... Ça compresse les sons, c'est ça? Ça compresse les sons. Si aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir un très bon disque en bon état, avec un diamant et une platine... Faites l'essai, regardez, testez, vous allez voir. Vous prêchez une convaincue. J'ai la platine à la maison. La qualité sonore, mais on a oublié. C'est vraiment. C'est vrai que c'est assez étonnant, même, la profondeur. On perd en espace, on perd en air. C'est très particulier à dire, mais c'est vraiment quelque chose de. On perd en émotion. Et qu'est-ce qu'il faudrait, Marco Prince, pour garder la même couleur de musique avec le digital, justement? Il faudrait que les réseaux Internet soient gratuits, et que la fibre soit comme l'eau, c'est-à-dire courante, et que du coup, on puisse avoir des fichiers beaucoup plus gros sans que ce soit un problème. Parce qu'il faut quand même savoir que si on n'a pas des débits de trucs, c'est juste parce que le robinet est fermé. Il y a la capacité aujourd'hui, principalement en France d'ailleurs, parce que je crois qu'on est le réseau fibre au monde le plus efficace. Je crois que c'est même nous, les Français, qui fibrons. On est bon en French Tech, a priori. En tech, on est bon. En général. Maintenant, comme on est bon aussi en commerce, on ferme un peu le truc, et puis là, quand on a un petit peu de chance, là on a la fibre, alors qu'on sait très bien, enfin pour les gens qui travaillent dedans, on sait très bien qu'on aurait la capacité d'avoir Internet gratuit, bien sûr, et d'une capacité très très forte. Ça n'intéresserait pas beaucoup les gros développeurs, quoi. Bien sûr. Anne-Marie Cano, justement, vous avez rencontré des problèmes comme ça, vous, de fibre optique, etc., avec vos développeurs? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que vous saviez, que le robinet est coupé à un moment donné? Oui, alors on le sait, effectivement. Après, nos besoins à nous, ce ne sont pas ceux de ceux qui produisent de la musique ou qui produisent de la vidéo ou les médias. Nos clients ont ces problèmes-là, puisque eux doivent non seulement distribuer ce contenu et donc cette capacité, mais aussi donner la possibilité à l'audience à tout moment du jour et de la nuit, 24 heures sur 24, d'avoir ce contenu. Donc effectivement, eux, ils ont ce problème-là. Nous, beaucoup moins. On n'est pas dans cette problématique. On ne gère pas d'audience. Donc on n'a pas ce genre de problème. Mais oui, bien évidemment, on le sait. Donc ça serait bien d'aller vers une démocratisation, on va y arriver, de l'Internet aussi, finalement, vers une ouverture globale. C'est ce qui va arriver. Franchement, on peut pas aller... on peut pas aller contre le sens de l'histoire, et je suis sûr qu'on y arrivera. Alors, il y a des gens on se rappellera de ce temps où on payait très cher. C'est comme quand on avait les portables. Mais déjà par rapport au début, en 2000, en 20 ans, on a... c'est sûr. Anne-Marie Cano, Marco Prince, je vais arriver avec grande désolation à la dernière question de cette émission, puisqu'on n'en est pas très très loin de la fin. Et c'est une question que j'ai volée à Laurent Vimon, qui a fait cette émission, qui est le PDG de Century 21, qu'on aime beaucoup ici, qui l'a posée sur Twitter et qui demandait ce que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Anne-Marie Cano. J'espère qu'il dirait j'ai envie d'être comme toi quand tu seras grande. Vous espérez, vous êtes sûre?
moi, j'ai des enfants. Et du coup, c'est mon regard de maman, en fait. Hein. Vous me dites Alors, de me projeter comme si j'étais... Pensez à vous plutôt enfant. Ouais, mais je pense que je suis assez proche de ce que je rêvais, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous rêviez quand vous étiez petite ? Je rêvais d'avoir un parcours international et d'avoir voyagé, d'avoir rencontré des tas de personnes intéressantes qui me nourrissent. Et je pense que ça, c'est assez accompli, en fait. D'accord. C'est assez accompli. Donc l'enfant que vous étiez est content. Ah oui, l'enfant que j'étais est content. Mais est-ce qu'il irait jusqu'à dire « je voudrais être comme toi ?» Voilà, c'est là le petit doute. Mais bon, pas loin. Marc Auprince. Alors là, moi, l'enfant que j'étais, qui a grandi jusqu'à 7 ans au Togo et ensuite en région parisienne, en banlieue, là, il dirait « putain ». Bah mon Dieu. Ah non, mais sans déconner, pas mal, mec, pas mal. Est-ce que vous rêviez chanteur quand vous étiez petit ? Je peux pas dire ça. Ouais. Je me rêvais pas chanteur, mais moi j'avais un père qui était marin et une mère qui était directrice du laboratoire pharmacie de Brousset. Enfin bon voilà. D'accord. Et plutôt voilà. Et donc une maman très rigoureuse et un papa qui prenait les qui voyageait beaucoup. Flots, voilà. Qui voyageait beaucoup. Je pense que j'ai pris un peu des deux, surtout celui qui voyageait beaucoup, on va dire. Mais non, pas mal, je dirais pas mal. Je dirais pas mal. D'accord. Quand vous étiez petit, vous saviez pas où vous vouliez aller non, plus tard ? Moi, j'ai été élevé par des parents qui ont beaucoup bossé pour nous, qui ont beaucoup bossé pour nous ramener en Afrique. Ouais. Par exemple, moi, je parle ma langue et il y a très peu de gens qui sont originaires de leur pays, qui parlent encore leur langue, leur langue maternelle, je veux dire. Moi, mes parents ont tenu à ce qu'on parle notre langue. Ils nous ramenaient tous les 2 ans au bled. Ils faisaient en sorte qu'on aille au Togo, qu'on aille au Bénin, qu'on connaisse cette culture, qu'on connaisse là, qu'on sache cuisiner, enfin un tas de trucs et tout ça. Que les garçons et les filles étaient égaux. Tout le monde faisait la vaisselle, tout le monde faisait le ménage, ça c'était hyper chiant. Mais c'est bon, voilà. Ça vous a aidé pour après, a priori. Peut-être, oui. Mais en tout cas, le résultat est de se dire que c'est un mélange de volonté, de rigueur, mais aussi de chance quand même, qui fait qu'on est ce qu'on est aussi. Bien sûr. Il faut bien reconnaître ce truc-là. Et la résilience aussi un petit peu, non ? Moi, je pense que j'ai voulu tout ce qui m'est arrivé, je l'ai vraiment voulu. Ouais. Mais putain, j'ai eu de la chance quand même. Merci à tous les deux pour ce très beau partage. Vous revenez quand vous voulez dans les studios de Sud Radio. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Scorecast quand même, scorecast.fr, c'est ça ? Absolument. Voilà, c'est SCORECAST. Absolument. C'est ça. Marc Auprince Opéra, c'est en septembre au CS Orange. Ouais. Il y a autre chose à dire ? Vous avez un petit concert qui se prépare ? Quelque chose à nous annoncer pour cet été ? Moi, je vais aller boire des coups. Moi, les terrasses sont ouvertes. Sous la pluie pour l'instant. Sous la pluie, on va chanter sous la pluie. Merveilleux film. Moi, je suis pour d'aller chanter sous la pluie. Donc, merci à tous les deux. Merci à tous de votre fidélité à C'est excellent, votre émission du dimanche soir. On se retrouve la semaine prochaine avec de belles surprises, toujours aussi excellentes. Merci à Quentin Cabanis qui a réalisé cette émission, à Laura Pierre au web et à toutes les équipes de Sud Radio, sans oublier bien sûr ma charmante attachée de production Mélo Rock. Retrouvez la playlist C'est excellent, les podcasts et vidéos de toutes les émissions sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de votre radio préférée. Bisous les copains, c'est excellent.